Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans le 20h20. Voici les titres de cette édition. Les célébrations du Nouvel An endeuillées en Égypte. Un attentat meurtrier a eu lieu la nuit dernière devant une église copte d'Alexandrie. Le bilan est lourd, 21 morts et près d'une centaine de blessés. Au Proche-Orient, une Palestinienne succombe à des gaz lacrymogènes tirés par l'armée israélienne. Elle participait à une manifestation contre le mur de séparation à Bilaïn, près de Ramallah. L'autorité palestinienne dénonce un crime de guerre commis par l'État hébreu. En Côte d'Ivoire, le recours à la force serait inévitable selon les pro-Ouattara. Laurent Gbagbo refuse toujours de céder son siège de président. Dès lundi, la délégation de la CEDEAO sera de retour à Abidjan. Et puis nous prendrons la direction du Brésil. Le dossier du jour est consacré ce soir à l'investiture de Dilma Rousseff. C'est aujourd'hui que la première femme à présider le Brésil a prêté serment. Elle succède au très populaire Luiz Inácio Lula da Silva. Nous parlerons des importants défis qui l'attendent. Tout de suite donc le journal et l'actualité, c'est ce sanglant attentat la nuit dernière devant une église d'Alexandrie en Égypte. L'explosion d'une bombe a fait au moins 21 morts et près d'une centaine de blessés. Les fidèles de la minorité chrétienne copte étaient réunis pour le Nouvel An. Les détails avec Aurélia Rotolo. Nuit du Nouvel An hier, minuit et demi, une voiture explose devant l'église des Saints à Alexandrie, alors que les fidèles commencent à sortir de l'édifice. Le bilan est lourd, plus de 20 morts et des dizaines de blessés. Dans un discours retransmis par la télévision d'État, le président égyptien a vivement condamné ces violences. J'assure au monde entier et à tous les Égyptiens que les terroristes ne parviendront pas à menacer l'Égypte, ni même à menacer la fraternité entre les musulmans et les chrétiens dans ce pays. Nombreuses réactions de la communauté internationale aujourd'hui. Dans une lettre au président égyptien, le roi Mohamed VI condamne un acte criminel abject aux antipodes de la nature pacifiste du peuple égyptien, tandis que Paris rappelle son attachement au respect des libertés fondamentales, dont la liberté religieuse. La Ligue arabe a également réagi. Elle appelle à la conjugaison des efforts de tous, coptes et musulmans, pour faire face aux dangers qui menacent la sécurité et la stabilité de l'Égypte. L'attaque n'a toujours pas été revendiquée, mais elle intervient 2 mois après des menaces proférées par la branche irakienne d'Al-Qaïda contre les Coptes d'Égypte. La piste d'un kamikaze est privilégiée ce soir par le ministère de l'Intérieur. Les communautés chrétiennes traversent en ce moment une sombre période. Les chrétiens d'Irak ont été victimes d'une série d'attentats depuis 2 mois. La dernière en date, avant-hier, a fait 2 morts. Et vous l'avez vu, des responsables politiques et religieux de tous bords ont dénoncé aujourd'hui cet attentat. Le pape Benoît XVI demande, lui, aux dirigeants de défendre les chrétiens contre l'intolérance. Écoutez. Di fronte alle minacciose tensioni del momento, dans un contexte de grande tension, notamment en matière de discrimination, d'abus de pouvoir, d'intolérance religieuse qui vise aujourd'hui particulièrement les chrétiens, je lance un appel pressant à ne pas faire face au fatalisme et à la résignation. Mais face à ces difficultés, les mots ne sont pas suffisants. Toutes les nations doivent mener des efforts constants et concrets pour que règne un esprit de paix dans les rapports entre communautés. Autre attentat meurtrier en cette veillée de Nouvel An au Nigeria, dans la ville d'Abuja. Une bombe placée sur un marché et à proximité d'une caserne a tué 4 personnes. Toutes les victimes sont des civils, parmi elles une femme enceinte. 26 autres personnes ont été blessées. L'attentat n'a pas encore été revendiqué.
En Tunisie, les suites des troubles sociaux dans la région de Sidi Bouzid, un manifestant serait mort des suites de ses blessures hier matin. Information révélée aujourd'hui par sa famille. Il avait été touché par balle au cours des affrontements qui ont opposé les habitants de Menzel Bouzayan à la police. Âgé de 43 ans, il avait, comme plus de 2000 habitants, participé aux manifestations contre le chômage. En Côte d'Ivoire, le recours à la force serait inévitable selon les pro-Ouattara. Laurent Gbagbo refuse toujours de céder son siège de président. Dès lundi, la délégation de la CEDEAO sera de retour à Abidjan. En attendant, les casques bleus protègent toujours l'hôtel du Golfe où s'est retranché Alassane Ouattara. Alison Fernandez. Une année 2011 qui débute mal pour la Côte d'Ivoire. La situation est toujours au point mort, blocage total. Alassane Ouattara reste confiné dans cet hôtel de luxe à Abidjan, surveillé par près de 600 casques bleus. Les accès sont bloqués par l'armée ivoirienne. Seuls les hélicoptères de la mission des Nations Unies et les camions de ravitaillement peuvent y accéder. Et l'ONU, justement, comme le reste de la communauté internationale, s'inquiète de plus en plus quant au risque de violence ethnique. Les partisans de Laurent Gbagbo ont déjà lancé l'idée de prendre d'assaut l'hôtel du Golfe à main nue. Pour le camp Ouattara, la guerre est déjà déclarée. Il préconise d'ailleurs un recours international à la force pour chasser Gbagbo. Tout pays qui enregistre en 5 jours plus de 200 morts, comme le certifient les Nations Unies, c'est la guerre. Quand un pays connaît un déplacement massif de population, plus de 20 000 Ivoiriens qui fuient leur pays pour se réfugier dans un pays comme le Libéria, c'est la guerre. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en guerre. En plus des affrontements internes, commence à planer sérieusement une menace d'attaque ouest-africaine. La délégation de la CEDEAO reviendra lundi à Abidjan. Ce sera le dernier round de médiation. Elle compte bien prendre des décisions. Et malheureusement, si rien n'avance, la CEDEAO a été claire. Elle pourrait avoir recours à la force. Au Yémen, le bras de fer entre l'opposition et le Parlement. Ce dernier est en train, en effet, d'ouvrir la voie à la réélection à vie du président. Près de 170 députés du parti du chef d'État Abdallah Saleh se sont prononcés pour l'ouverture des débats sur cette révision constitutionnelle. Les amendements prévoient en particulier la suppression de la limitation à 2 mandats consécutifs. Les députés de l'opposition et les parlementaires indépendants ont observé un sit-in devant le Parlement pour protester contre ces réformes. Ils ont quitté les lieux dès l'annonce du vote. L'actualité au Proche-Orient, c'est la mort d'une Palestinienne lors de manifestations contre le mur de séparation à Bilaïn, près de Ramallah. Le mouvement de protestation a lieu tous les vendredis. Il est systématiquement réprimé par l'armée israélienne. Hier, la Palestinienne de 35 ans a été hospitalisée après avoir inhalé des gaz lacrymogènes. Elle a succombé ce matin. L'autorité palestinienne dénonce un crime de guerre commis par l'État hébreu. Alison Fernandez. Tristesse et colère. Après avoir passé la nuit à l'hôpital de Ramallah, cette famille vient de perdre l'un de ses membres. Jawaher Abou-Rahma, jeune palestinienne de 37 ans, a succombé à ses blessures après quelques heures. Tout a commencé hier lors de cette manifestation à Biline contre la barrière de séparation israélienne. Plus de 250 personnes protestent, dont Salam Fayyad, le premier ministre palestinien. Rassemblement pacifique selon l'autorité palestinienne, l'État hébreu assure, lui, que les manifestants s'en prenaient aux forces de l'ordre en jetant des pierres. Toujours est-il que la police israélienne utilise alors différents moyens pour disperser la foule, notamment des gaz lacrymogènes. Et c'est justement après les avoir inhalés que Jawaher Abou-Rahma perd connaissance et qu'elle est hospitalisée. C'est comme si elle avait respiré du gaz asphyxiant mélangé avec du phosphore. Son corps a été empoisonné. Son rein et son estomac ne fonctionnaient plus. C'est pour ça qu'elle est morte. L'autorité palestinienne monte au créneau et accuse l'État hébreu d'avoir commis un crime de guerre. Plus généralement, c'est même l'escalade de la violence israélienne contre des manifestations pacifiques qui est dénoncée. Les protestations contre le mur israélien ont lieu chaque semaine et se soldent régulièrement par des affrontements. La mort de Jawaher Abou-Rahma a été causée par l'utilisation par les militaires israéliens de grandes quantités de gaz.
C'est l'une des formes de violence que l'État hébreu utilise contre les civils palestiniens qui manifestent de manière pacifique contre le mur, l'apartheid et l'occupation. Et c'est la preuve qu'Israël agit impunément sans se soucier des lois internationales. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de scène se produit. La famille Abou Rahma vit même sa deuxième épreuve en 2 ans. En avril 2009, le frère de Jawer trouvait la mort au même endroit dans une manifestation similaire. Il avait été touché à la tête par un tir direct de grenade lacrymogène. Au Pakistan, la mort de 15 activistes islamistes tués aujourd'hui par des tirs de drones américains dans la région du Nord-Waziristan, bastion d'Al-Qaïda et des talibans. À la veille, 5 activistes avaient été l'objet d'attaques similaires dans ce secteur. Les talibans qui sont sortis aujourd'hui de leur silence concernant les 2 journalistes français retenus en otage en Afghanistan. L'un de leurs porte-parole a en effet accusé Hervé Guéquier et Stéphane Taponnier d'espionnage. Accusation démentie catégoriquement aujourd'hui par la France. Le ministère des Affaires étrangères a même qualifié cette déclaration d'absurde. Les talibans ont également affirmé que le gouvernement français n'est pas attentif à leurs exigences pour la libération des 2 otages. Restez avec nous à suivre le dossier du jour. Il est consacré ce soir à l'investiture de la première femme à la tête du Brésil. Dilma Rousseff a prêté serment aujourd'hui. Elle succède à l'ancien ouvrier métallurgiste et très populaire Luiz Inácio Lula da Silva. Et puis jour historique également pour l'Estonie. C'est aujourd'hui que ce petit pays de l'Est entre dans la zone euro. Il devient le premier État balte et la première ex-république soviétique à être admis dans le bloc monétaire agité par de fortes tempêtes. Dilma Rousseff est donc officiellement présidente du Brésil. Elle a prêté serment aujourd'hui sur la constitution brésilienne devant les députés et les sénateurs, mais aussi devant un parterre de dirigeants. Une trentaine de présidents et de chefs de gouvernement étrangers ont fait le déplacement, parmi eux le président palestinien Mahmoud Abbas ou encore la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Dilma Rousseff a été longuement ovationnée par les parlementaires. Elle devient donc la première femme à présider le pays. Dilma Rousseff a déjà annoncé sa priorité, éradiquer la misère. D'importants défis attendent la nouvelle présidente. Quels sont-ils? Éléments de réponse avec Alison Fernandez. Dilma Rousseff hérite d'un tout autre Brésil que son prédécesseur Lula da Silva. Après 8 ans au pouvoir, l'ancien président a réussi à ériger son pays au rang de puissance mondiale incontournable. Désormais, le Brésil a son mot à dire dans le monde des affaires internationales. Et le pays est en plein boom, 7,6% de croissance pour un taux de chômage au minimum historique, 5,7%. Sous l'ère Lula, près de 20 millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Le premier défi pour Dilma Rousseff sera donc économique, se maintenir sur cette lancée. La première présidente du Brésil a promis tout de suite après sa victoire d'éradiquer ce qu'il reste de pauvreté. Mais elle a pris soin en même temps de rassurer les investisseurs en annonçant une réduction des dépenses publiques. Une loi impopulaire qui sera sans doute difficile à faire adopter dans une coalition qui compte 10 partis différents. Des investissements énormes sont prévus au cours des prochaines années, en vue notamment d'accueillir la Coupe du monde de football en 2014 et les Jeux olympiques en 2016. L'autre grand challenge pour Dilma Rousseff relèvera davantage des droits de l'homme. Malgré ses avancées, le Brésil reste l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Il est à la traîne en matière de santé et d'éducation. Il doit aussi lutter contre la corruption et réformer la fiscalité, les retraites et le système politique. Enfin, à l'international, Dilma Rousseff devrait s'employer à remédier au froid qui s'est installé entre Brasilia et Washington. Un froid qui est né du rapprochement de Lula avec l'Iran. Dans le reste de l'actualité, ces nouvelles tentatives d'immigration clandestine au large des côtes espagnoles. 50 Algériens ont été interceptés à bord de 4 embarcations durant les dernières 24 heures. Ils tentaient de gagner illégalement la région de Carthagène et de Murcie dans le sud-est du pays.
Et je vous le disais, aux 12 coups de minuit, l'Estonie est entrée dans la zone euro. L'État balte devient le 17e pays à être admis dans le bloc monétaire secoué par la crise. Un petit pas pour la zone euro, mais un grand pas pour l'Estonie, a déclaré son Premier ministre Aurélien Rotoulou. Ça y est, ça se lit sur les étiquettes, l'Estonie est passée à l'euro. Pour la population, difficile déjà de comparer les prix avec ceux de la désormais ancienne couronne. Mais l'Estonie étant le pays le plus pauvre de la zone euro, les gens redoutent une hausse du coût de la vie. Les prix ne font que monter depuis un certain temps. Là, avec l'euro, ça va être encore pire. Et nos salaires, eux, n'augmentent pas. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. C'est comme ça maintenant, nous devons vivre avec l'euro. C'est encore tôt pour comparer avec l'ancienne monnaie. Qui sait laquelle est la meilleure? Ce qu'il faudrait, c'est une augmentation de salaire. Plus d'un tiers de la population estonienne se dit opposée à l'euro, craignant notamment une répercussion sur leur porte-monnaie de la crise de la dette des pays membres. Il n'empêche, le gouvernement estonien a décidé de suivre la même voie que la Slovénie et la Slovaquie, récemment entrées dans la zone euro, persuadé d'avoir fait le bon choix pour l'économie de son pays, en croissance de 3,9% en 2011. Symbole fort, le Premier ministre Andrus Ansip a été le premier Estonien à retirer de la monnaie en euros. En Australie, les graves inondations dans le Queensland menacent aujourd'hui des milliers de foyers. Elles perturbent également l'industrie minière stratégique pour l'économie. Un désastre aux proportions bibliques. Selon un responsable, plus de 200 000 personnes ont été affectées sur un territoire grand comme la France et l'Allemagne réunies. 407 véhicules au départ. Le rallye Dakar a débuté aujourd'hui depuis la capitale argentine Buenos Aires. 140 voitures, 30 quads, 67 camions et 170 motos ont obtenu le feu vert des commissaires de la compétition. Parmi les motards au départ, Harit Gabari, le premier Marocain à prendre part à ce Dakar. Au Dakar en général, la course va durer 2 semaines pour plus de 9000 km d'épreuves à travers l'Argentine et le Chili. Sport, toujours, de l'Algérie au Yémen. Rabah Saadan est le nouvel entraîneur de la sélection yéménite de football. L'ancien sélectionneur algérien a signé un contrat de 3 ans et son premier objectif est de taille, qualifier le Yémen pour le mondial 2014, Coupe du Monde qui se déroulera au Brésil. Rabah Saadan, à la tête de la sélection algérienne, avait jeté l'éponge il y a 3 mois après une défaite de son équipe face à la Tanzanie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2012. Et on termine sur ces images de célébration du Nouvel An à travers le monde à minuit. De nombreuses villes ont brillé de 1000 feux. Je vous laisse savourer ces images et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2011. Et avant de se quitter, un rappel des titres de cette édition. Les célébrations du Nouvel An endeuillées en Égypte. Un attentat meurtrier a eu lieu devant une église copte à Alexandrie. 21 personnes auraient été tuées, près de 100 blessés. En Côte d'Ivoire, le retour à la force serait inévitable selon les pro-Ouattara. Laurent Gbagbo refuse toujours de céder son siège de président. Dès lundi, la délégation de la CEDEAO sera de retour à Abidjan. Dilma Rousseff est officiellement présidente du Brésil. Elle a prêté serment aujourd'hui sur la constitution brésilienne devant les députés et les sénateurs. Elle devient donc la première femme à présider le pays en plein boom économique, mais aussi l'un des plus inégalitaires au monde. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Médien TV. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. Thank you.